Bonjour, donc je voudrais vous présenter aujourd'hui quelques éléments explicatifs sur la situation géopolitique du monde suite au sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius les 11 et 12 juillet 2023, et en particulier vous expliquer le rapport qu'il pourrait y avoir entre ce qui s'est passé dans trois pays très précis, enfin très particuliers plutôt, euh, et puis les discussions qui ont dû avoir lieu dans ce sommet de l'OTAN. Donc ce qui m'intéresse n'est pas de détailler les discussions bon, dont on a rendu compte officiellement suite à ce sommet, mais plutôt d'essayer de comprendre, d'un point de vue logique, quelles sont les implications et quelles sont les tractations qui ont dû avoir lieu à ce moment-là pour expliquer des décisions absolument majeures qui ont eu lieu juste après, dans les jours qui ont suivi, en Turquie, en Inde et en Afrique du Sud. Voilà. Donc, et ce ne sont pas des pays pris au hasard, bien entendu. On va comprendre pourquoi. Donc voilà, donc, je vais vous expliquer le lien entre ce sommet de l'OTAN des 11 et 12 juillet 2023 et puis les événements qui ont été donnés les uns après les autres dans les jours qui ont suivi, donc ces derniers jours. Alors, un rappel d'abord, qu'est-ce que l'OTAN? L'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc en français, OTAN, qui a été créée après après la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et au début de la guerre froide, quand on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on a appelé à l'époque un rideau de fer et comment dire, des menaces qui pouvaient venir du bloc communiste. Donc, du côté américain et européen, de l'Ouest, on a voulu se prémunir de tout ce qui pouvait se passer, parce qu'il y avait des interventions de l'URSS en dehors de son territoire et une influence extrêmement forte sur ce qui se passait dans les pays voisins. Donc l'OTAN, c'était un traité défensif, contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, qui y voit une menace. En aucun cas, l'OTAN, d'un point de vue juridique, n'a la possibilité d'attaquer le premier. C'est absolument impossible. Un pays qui constitue l'OTAN peut attaquer le premier, mais l'OTAN en tant que tel ne peut pas déclencher ces articles. En particulier, on parle souvent de l'article 5, qui consiste à dire si un des pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays peuvent le défendre. Donc, ça ne peut être déclenché qu'en situation de légitime défense. En aucun cas organiser une attaque délibérée et en premier lieu. Voilà. Donc, ce sommet de l'OTAN s'est tenu à un endroit qui est symboliquement lié à cette notion de défense, puisque c'était en Lituanie, à Vilnius, et la Lituanie est l'un des trois pays baltes qui sont justement menacés par Moscou, assez ouvertement, comme étant des pays qui appartenaient à l'ancienne URSS, donc qui auraient vocation dans l'esprit impérialiste et colonial et néocolonial du nationalisme russe, qui aurait vocation à être inclus de nouveau dans une grande Russie mi-tsariste, mi-soviétique, voilà, puisque Vladimir Poutine s'inspire aussi bien des tsars que de Staline. Donc, il faut rappeler quand même que la Russie, de ce point de vue-là, en reprenant la doctrine de Staline, finalement, est intervenue en Géorgie en 2008, en Ukraine en 2014, ce qui a donné lieu à l'annexion de la Crimée, et de nouveau, comme chacun sait, en Ukraine depuis 2022. Voilà. Donc, l'enjeu de ce sommet de l'OTAN, il faut savoir que ce n'était pas seulement de songer à la guerre, à l'invasion russe de l'Ukraine, d'une partie de l'Ukraine. Les Américains n'arrêtent pas de répéter que ce n'est pas le plus important. Et on va voir qu'ils ont sans doute raison, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus vastes, finalement. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'Ukraine n'est pas importante, évidemment. Les Ukrainiens ont vocation, bien évidemment, à défendre leur territoire autant que possible,
et ils ont toute légitimité à le faire, et les pays démocratiques qui défendent la souveraineté des États et des peuples ont toute vocation à aider l'Ukraine autant que possible. Voilà. Mais il y a aussi d'autres enjeux qu'on ne peut pas ignorer autour ou avec cette problématique-là. Alors l'enjeu plus vaste encore, c'est de contrecarrer le futur sommet des BRICS. Les BRICS, c'est une union de pays concurrente au G7, le groupe des 7 pays industrialisés et démocratiques du monde. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc certains de ces pays sont des démocraties, pas d'autres. Donc le sommet des BRICS doit se tenir en Afrique du Sud en août 2023, il se tient chaque année, avec un projet quand même assez offensif sur le plan géopolitique, qui est de créer un ensemble clairement, nettement, définitivement plus puissant que le G7. Donc en gros que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest et le Japon. Alors, comment est-ce qu'ils espèrent y parvenir? Et on verra après comment la réunion de l'OTAN a dû donner lieu à des décisions qui vont empêcher cette menace de bouleverser l'ordre géopolitique mondial. D'abord, ils comptent y parvenir diplomatiquement, en sachant que tous les pays, enfin pas tous, mais beaucoup de pays du Sud global, de ce qu'on appelle le Sud global, donc d'anciens pays, enfin ces pays qu'on appelait en voie de développement ou émergents, ou voilà, en tout cas, qui ont un autre modèle que le modèle démocratique occidental. Beaucoup de pays sont susceptibles de suivre cet attelage qui apparaît comme une alternative possible et séduisante à l'ordre mondial finalement imposé par les États-Unis et l'Europe. Alors voilà pour ce qui est de la diplomatie. Démographiquement, il faut savoir que les BRICS, à eux seuls, ces 5 seuls pays représentent plus de 3 milliards d'habitants, donc plus de 40% de la population mondiale. Donc évidemment, une union renforcée de cette organisation supposerait effectivement un poids considérable. Économiquement, il faut savoir que les BRICS ont déjà dépassé le PIB, le produit intérieur brut, des 7 pays du G7. Donc les 7 pays présentés comme les plus industrialisés. Alors voilà, aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, puisque industrialisé, on peut difficilement dire que la Chine n'est pas industrialisée, c'est même le moteur de l'industrie mondiale. Mais en tout cas, le G7, ce sont des pays industrialisés et démocratiques, ce que n'est absolument pas la Chine, par exemple. En tout cas, donc, je disais, économiquement, les BRICS dépassent déjà le G7. Maintenant, il y avait une nouvelle menace qui est apparue ces derniers mois, dans les discussions, dans les déclarations de certains des dirigeants de ces pays-là, c'était de changer l'ordre financier ou monétaire mondial en instaurant une monnaie unique pour ces 5 pays. Voilà. Donc évidemment, on imagine que si la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud avaient une monnaie commune, cette monnaie commune détrônerait le dollar comme clé de voûte du système monétaire international. Alors c'est très peu probable quand on songe au nationalisme respectif en Inde, en Chine, en Russie, etc., aux différences culturelles entre l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, le Brésil. On est quand même dans des références culturelles très très variées, des rivalités, bien entendu. L'Inde et la Chine ne sont pas vraiment amis en réalité. Ce sont simplement des alliances de circonstances. Donc on a quand même du mal à imaginer, quand on voit par exemple les difficultés qu'il y a eu pour mettre en place l'euro en Union européenne, on a du mal à imaginer que comme ça, en un claquement de doigts, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil pourraient avoir très rapidement une monnaie commune. Bon. N'empêche que l'enjeu était grand et il fallait frapper fort du côté de l'OTAN et du G7. Bon. Alors je dis l'OTAN et le G7 pour simplifier, évidemment ce n'est pas la même chose, bien entendu, mais
ce sont quand même des intérêts en grande partie convergents. Hein. Les pays qui composent le G7 et l'OTAN sont en partie les mêmes, bien entendu. Alors donc je disais que je n'allais pas parler du sommet lui-même, de ce qui a été déclaré officiellement suite à ce sommet, mais des conséquences à court terme assez comment dire, probables de ce sommet dans les actions très inattendues, très étonnantes, très fortes qu'il y a eu dans 3 pays. Donc 2 pays des BRICS et un pays qui ne fait pas partie des BRICS mais de l'OTAN, justement, mais tout en étant intermédiaire. Alors j'ai commencé par ce premier pays qui est la Turquie, avant d'aborder ce qui s'est passé en Inde et en Afrique du Sud. Alors en Turquie, donc pays qui fait partie, un peu à géométrie variable, hein, qui fait partie de l'OTAN, mais qui en même temps qui se démarque très fortement des États-Unis très souvent, qui s'intéresse à ce qui se passe eh bien, évidemment au Moyen-Orient, qui parfois a des alliances de circonstances avec la Russie, bon, tout en sachant que la Turquie n'a pas les mêmes intérêts que la Russie. Hein. Ils partagent finalement les rives de la mer Noire, et on peut douter que la Turquie ait envie d'une Russie encore plus forte. Voilà. Donc, voilà, il faut toujours être assez prudent hein, quand on pense que la Turquie est plus du côté de l'Orient ou de la Russie que de l'Europe. C'est pas forcément si évident que ça. Hein. Il faut vraiment faire la part de la politique intérieure turque, des déclarations fracassantes d'Erdogan pour faire plaisir à son électorat, à ses tactiques ou à ses stratégies pour négocier ou des choses comme ça. Alors là, par contre, ce qui est vraiment extrêmement frappant, c'est que cette fois-ci, il a fait un pas loin de la Russie et près de l'Europe, et enfin de l'Union européenne en tout cas, et de l'OTAN et du G7. Alors on va voir comment. Alors d'abord, très rapidement après le sommet de l'OTAN, la Turquie a libéré des prisonniers ukrainiens qui n'étaient pas n'importe quels prisonniers, qui étaient des héros de guerre, extrêmement symboliques pour l'Ukraine, alors même qu'il y avait eu un accord entre l'Ukraine, la Russie et la Turquie pour que ces prisonniers ne soient ni donnés à la Russie, ni restitués à l'Ukraine. Or, pourtant, la Turquie les a laissés repartir avec Zelensky. Donc c'est évidemment une provocation gigantesque à l'égard de Moscou. Autre provocation gigantesque à l'égard de Moscou, Erdogan a dit que finalement il ne s'opposait plus à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, alors que pour l'instant il avait mis son veto. Donc c'est quand même un coup de théâtre très important. Et il a présenté cela, on a présenté cela comme étant une décision établie en échange de l'idée qu'il y aurait des pourparlers sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est la contrepartie qui a été présentée par Erdogan. Bon, il est évident, à mon avis, que c'est une contrepartie symbolique ou même un prétexte, parce qu'il ne s'est rien passé, et à mon avis, il ne se passera rien de significatif dans les mois à venir sur ce plan-là. Charles Michel, au nom de l'Union européenne, a simplement dit que oui, on allait continuer à réfléchir à un partenariat privilégié avec la Turquie. Autant dire qu'il n'a rien dit, c'était simplement un petit peu d'accompagnement symbolique comme ça, mais rien de probant. Donc voilà, je dis ça pour faire comprendre que la vraie contrepartie, elle n'était pas là. Mais alors pas du tout. Par contre, ça avait une double fonction, ce fait de présenter l'entrée éventuelle de la Turquie par la suite dans l'Union européenne comme une contrepartie. D'une part, donner un prétexte pour dissimuler une autre contrepartie, on va voir laquelle, et d'autre part, faire un pied de nez à Vladimir Poutine en disant la Turquie, elle est bien du côté de l'Europe et pas de la Russie. Donc c'était quand même extrêmement fort. Même si c'est juste du vent, pour l'instant en tout cas, c'était quand même très fort d'un point de vue stratégique. Alors, la contrepartie réelle, elle est apparue quelques jours plus tard encore, quand les autorités grecques et turques ont annoncé que les discussions entre leurs pays étaient relancées à propos des territoires maritimes, parce que finalement, le fait que des îles grecques assez petites soient un petit peu à différents endroits au large de la Turquie,
fait que les règles internationales établissant un certain nombre de dizaines de kilomètres de territoire maritime autour de ces îles, finalement la Turquie se sentait dépossédée d'une partie de son territoire maritime. Donc du coup c'était une vieille querelle qui durait depuis des décennies, et là il semblerait que tous les obstacles se soient aplanis comme par miracle, et on peut supposer que les États-Unis ont fait pression sur la Grèce pour accepter un certain nombre de choses, afin que la Turquie accepte un certain nombre de choses, dont évidemment l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Ce qui est très important pour faire de la mer Baltique un lac de l'OTAN. Il n'y a plus en gros que Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad qui donnerait sur la Baltique. Donc ça change complètement la situation. Et d'autant plus que, du coup, les Russes seraient un peu moins chez eux sur la Baltique, et ils seraient un peu moins chez eux aussi sur la mer Noire, puisque la Turquie, finalement, réaffirmerait davantage sa souveraineté en lien avec l'Europe. Donc, et avec l'OTAN, évidemment. Donc, c'est quand même une double perte pour la Russie, d'un point de vue symbolique. Alors, cette histoire de territoire maritime discutée entre la Grèce et la Turquie, c'est extrêmement important parce que le fait d'envisager à court ou moyen terme de régler ce différend, ça signifierait de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement dans la prospection gazière. Parce qu'il y a d'énormes gisements de gaz dans ces zones-là. Et comme autour de Chypre, autre endroit qui fait l'objet de querelles entre la Turquie et la Grèce. Donc ça permettrait de développer la production de gaz, et évidemment développer la production de gaz par la Turquie et ou par la Grèce, en sachant qu'il y a des accords avec l'Union européenne, les États-Unis, etc. Ça voudrait dire que l'Europe deviendrait moins dépendante du gaz russe. Donc c'est évidemment un changement gigantesque pour les années et les décennies à venir. Donc là encore, finalement, ces petites déclarations, voilà, la Grèce et la Turquie discutent, bon, ça n'avait l'air de rien, mais c'est en fait un tsunami géopolitique. Voilà pour la Turquie, qui ne fait pas partie des BRICS, mais de l'OTAN. Et donc du coup qui s'est repositionné dans l'OTAN. Il y avait une querelle entre Erdogan et Macron pour savoir si l'OTAN est encore en état de mort cérébrale ou quelque chose comme ça. Bon, ben là, clairement, l'OTAN s'est reconstituée. On peut dire, l'OTAN peut dire merci à Vladimir Poutine de l'avoir ressuscité. Donc, une des preuves d'ailleurs de l'incompétence abyssale de Vladimir Poutine, qui voulait contrer l'OTAN, mais qui, par son action, a réveillé l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, et a créé, finalement, par son action, exactement ce qu'il avait imaginé, dénoncé dans le vide auparavant. Ça n'existait pas, mais son action a créé, justement, ce dont il avait rêvé, finalement. Rêvé, je le dis de façon ironique, c'est-à-dire un OTAN plus fort, de nouveaux pays qui rentrent de l'OTAN. Ça ne serait pas arrivé si il n'avait pas provoqué cela. Donc voilà, c'est tout le paradoxe de Poutine. C'est-à-dire qu'il a fait une espèce de prophétie autoréalisatrice, mais comment dire, contre-productive pour sa nation. Donc c'est pour ça que je parlais d'incompétence abyssale. Alors, mais bon, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, les ultranationalistes russes, qui ne sont pas très fréquentables, mais qui au moins y voient un peu plus clair que lui, le disent également, hein, et je crois que c'est assez, comment dire, une opinion assez répandue de nos jours dans toutes sortes de milieux et d'idéologies. Alors, deuxième pays qui a comment dire, agi d'une façon assez inattendue et très forte, dans le courant du mois de juillet, c'est l'Inde. Alors il s'est passé beaucoup de choses qui sont à la fois symboliques et qui aussi déplacent comment dire, toutes les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale.
l'Inde a finalisé quelque chose qui était prévu depuis longtemps, mais qui a quand même été finalisé comme par hasard à ce moment-là, c'est la vente de Rafale par Dassault, donc par la France, à l'armée indienne. Alors la vente d'avions de guerre, c'est jamais anodin, parce que, on l'a vu avec l'affaire des F-16, que certains pays voulaient donner à l'Ukraine, mais il fallait l'accord du pays qui les construit, c'est-à-dire les États-Unis. Si l'Inde a des Rafales, ça veut dire que la France a quand même un regard sur la façon dont l'Inde va les utiliser. Il y a une codépendance, une interdépendance qui se crée. C'est bien pour ça d'ailleurs que les États-Unis ne voulaient pas que l'Australie achète des sous-marins français. Donc ça, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, effectivement, on a vu Narendra Modi aux côtés d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet, qui est une autre façon de sceller les liens entre l'Inde et la France. L'Inde qui est une démocratie, mais qui fait partie des BRICS. D'ailleurs, finalement, être sur les Champs-Élysées, c'était pas seulement dire, ben voilà, finalement, on se rapproche de la France. C'était pas seulement ça. Parce que la France, quand on est très loin, ça représente pas seulement ce pays, mais aussi la démocratie, les droits de l'homme, les libertés individuelles. Ce n'est pas un hasard si, lors des événements de Tiananmen en Chine, certains manifestants chantaient la chanson du chanteur franco-américain Joe Dassin sur les Champs-Élysées, etc. Chanson qui n'a rien à voir avec la démocratie, la politique ou que sais-je encore, pas du tout. Mais simplement, dans l'esprit des Chinois, simplement chanter sur les Champs-Élysées, c'était finalement faire référence à la France, à la démocratie, aux droits de l'homme, etc. À d'autres valeurs que celles qu'on leur impose. Donc, être sur les Champs-Élysées pour Narendra Modi, ce n'est pas tout à fait anodin. D'autant plus qu'on l'a vu aussi avec Joe Biden, négocier des partenariats entre les États-Unis et l'Inde qui auront beaucoup d'effets sur l'économie. Alors ça c'est très fort aussi puisque pour l'instant les partenariats économiques entre des États-Unis se faisaient surtout avec la Chine. Donc là encore, cette fois-ci c'est un pas de côté de l'Inde pour se démarquer toujours un peu plus de son rival chinois et se rapprocher un petit peu plus du monde occidental et des démocraties occidentales, du G7, de l'OTAN, etc. Donc, c'était loin d'être anodin. Donc, le fait que Narendra Modi voit Macron, Biden, voilà, c'est pas du tout anodin. Toute dernière nouvelle qui vient d'Inde, petit détail organisationnel qu'on pourrait attribuer au nationalisme indien, parce que Narendra Modi n'est pas un centriste, c'est un nationaliste dur. Et donc, il a été décidé en Inde que l'exportation de tous les riz, sauf le riz basmati, serait interdite. Alors voilà, donc d'un point de vue nationaliste, ça peut se comprendre ou même d'un point de vue tout simplement de patriotisme, de défense ou d'anticipation par rapport aux problèmes alimentaires. Il s'agit d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Mais il faut savoir aussi que la Chine importe du riz. La Chine n'est pas autosuffisante en riz depuis quelques années. Donc la Chine avait besoin du riz indien. Donc là encore, c'est un problème potentiel de plus pour la Chine. En sachant que les événements climatiques extrêmes qui ont eu lieu ce même mois de juillet 2023, avec des températures absolument hallucinantes, il a fait 52 degrés à l'ombre en Chine, température officielle, on n'en parle pas des 60 degrés parfois imaginés pour des raisons de politique politicienne par certaines personnes. Non, là il a réellement fait 52 degrés officiellement en Chine, c'est-à-dire on est très très proche des records absolus mondiaux. Donc on peut se douter que l'agriculture chinoise, tout comme l'agriculture indienne d'ailleurs, en pâtit. Donc cette décision de dire on ferme les exportations de riz, c'est pas tout à fait anodin. Parallèlement à la décision de Poutine de ne pas autoriser les exportations de céréales, donc surtout de blé, de la part de l'Ukraine.
Donc quelque part, il y avait aussi un peu une réponse du berger à la bergère, peut-être, entre Moody et Poutine. En tout cas, c'est peut-être une interprétation très abusive, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est difficile de ne pas établir un lien entre les deux décisions qui sont intervenues à moins d'une semaine d'intervalle. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose comme une semaine ou au pire 10 jours d'intervalle. Ça ressemble quand même beaucoup. Après, ça peut être les circonstances qui produisent les mêmes effets. Mais quand même, on peut constater que une action stratégique de Poutine a été suivie d'une action stratégique de Moody qui s'oppose à certains pays du bloc dont il est censé faire partie. Voilà pour l'Inde. Donc l'Inde va quand même arriver au sommet des BRICS dans une position qui est quand même un petit peu dissidente. Alors, puisque les sommets des BRICS se tiennent en Afrique du Sud, il est très intéressant de regarder ce qui s'est passé cette fois-ci en Afrique du Sud. Et alors là, c'est explosif. Tout le monde se demandait si Poutine allait se rendre en personne au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Mais ce qui s'est passé, c'est que la décision n'est pas venue de Poutine, mais de l'Afrique du Sud, de Cyril Ramaphosa, qui dirige ce pays. C'est l'Afrique du Sud elle-même qui a demandé à Vladimir Poutine de ne pas venir, ce qui est quand même extraordinaire. De ne pas venir lui-même au sommet des BRICS, donc c'est quand même une humiliation. La raison invoquée, c'est qu'il y aurait des problèmes de politique intérieure en Afrique du Sud, que certains s'y opposent, que certains demanderaient l'arrestation de Poutine, conformément au droit international. Et donc, ce serait, logiquement d'ailleurs, je l'avais envisagé bien avant que ce soit décidé, Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, qui viendrait à la place de Poutine. Alors, à moins qu'il se contente de faire une visioconférence, à moins que Poutine soit remplacé entre-temps par un Sergueï quelconque. Je plaisante, parce que Lavrov se prénomme Sergueï, et il y a un autre Sergueï qui est pressenti pour prendre la place de Vladimir Poutine. Ça devient un secret de polichinelle, ce serait Sergueï Kirienko, un ancien Premier ministre de Boris Eltsine, éphémère, mais qui serait quand même apparemment très compétent et qui serait plus ou moins acceptable pour une situation de transition du point de vue de l'Occident, du point de vue des nationalistes russes. Bon, il y aurait quand même une possibilité pour qu'il y ait une transition, peut-être pas en douceur, mais en tout cas un petit peu occulte, comme ça se passe souvent dans ce pays. Voilà, donc quand on parle de la présence de Poutine en Afrique du Sud en août, personne n'est sûr que Poutine sera encore au pouvoir. En tout cas, on lui a demandé poliment de ne pas venir. Bon, ce qui n'est quand même pas très engageant. Voilà, donc ça c'est une première action, c'est l'action principale de l'Afrique du Sud. Donc c'est pas anodin parce que c'est l'Afrique du Sud qui accueillait le sommet des BRICS. Donc là, on voit que le sommet des BRICS est déjà compromis avant même d'avoir commencé, par ces décisions de l'Inde et de l'Afrique du Sud, par ces positionnements absolument incroyables, voilà. Ces repositionnements absolument incroyables. Voilà, en plus de la volte-face turque, on l'a vu. Donc le couple russo-chinois se retrouve en partie isolé au sein même de l'organisation sur laquelle il s'appuie. Donc cette fois-ci, c'est plus l'OTAN qui est en situation de mort cérébrale, pour reprendre cette expression qui a été très célèbre, c'est plutôt les BRICS qui sont en état de dislocation. Alors, là, il faut ouvrir une parenthèse pour comprendre l'importance de l'Afrique du Sud. Bon, on pourrait se dire, finalement, dans les BRICS, la Chine, la Russie, l'Inde sont des pays importants, même le Brésil. L'Afrique du Sud n'est pas au même niveau économiquement, n'est pas au même niveau apparemment d'un point de vue géopolitique que les autres. Et pourtant, d'abord c'est le représentant de tout un continent, l'Afrique.
c'est une économie émergente importante. Ce sont des ressources minières extrêmement importantes. Et on sait à quel point les ressources minières sont importantes dans la nouvelle économie qui se met en place avec l'électrique, les métaux rares pour les batteries, des choses comme ça. Donc les ressources minières, ce n'est pas rien. Et puis il y a autre chose qui n'est pas rien, c'est la personnalité de Cyril Ramaphosa. Il n'est pas toujours très très connu en Europe, et pourtant, il a déjà un peu changé le visage de l'Europe. Alors je m'explique. Donc cet homme a été un syndicaliste important. Il a déclenché une guerre historique dans son pays. Il a été un homme d'affaires. Donc on voit déjà qu'il a plusieurs types de compétences, qui donnent souvent quelque chose d'assez déterminant. Quelqu'un qui est capable d'associer des compétences très très diverses. Syndicaliste, homme d'affaires, c'est quand même pas la même chose. Maintenant, il est chef d'État. Voilà. Donc là, on a 3 types de compétences qui sont quand même intéressantes, surtout quand on les couple, enfin quand on les met en relation les unes avec les autres. Et avant même d'être président sud-africain, il avait été un homme clé, peut-être même l'homme clé, pour les négociations de paix en Irlande du Nord. C'est lui, avec un autre négociateur dont le nom m'échappe, qui avait négocié la restitution des armes par l'IRA, l'organisation qui se battait contre le Royaume-Uni en Irlande du Nord. Donc, il est quand même resté déjà dans l'histoire en tant que négociateur incroyable, puisque l'Irlande du Nord est en guerre civile depuis des décennies. Donc, il a réussi quelque chose que personne d'autre n'avait réussi avant lui. Et donc, il faut savoir que certains voient en lui, donc en Cyril Ramaphosa, l'ouvrier potentiel de la future guerre russo-ukrainienne, de la future paix suite à la guerre russo-ukrainienne. J'avais dit tout à l'heure que seuls les Ukrainiens pouvaient décider de l'arrêt de la guerre. Évidemment, ils sont envahis, ils doivent récupérer la souveraineté de leur territoire, de leur nation, c'est tout à fait normal, mais on peut quand même envisager qu'un jour il y aura des négociations de paix, et Ramaphosa est plus, susceptible que qui que ce soit d'autre d'intervenir là-dedans. Pour l'instant, il était un peu disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il était justement trop proche de Poutine, en faisant partie des BRICS, en l'invitant, etc. Et là, finalement, en lui disant de rester chez lui, Ramaphosa a fait le petit miracle de se remettre en équidistance de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Erdogan, en se rapprochant des États-Unis, de l'OTAN, enfin, l'OTAN y est déjà, mais en tout cas en se rapprochant des autres membres de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis, c'est aussi recentré. Voilà, donc on pourrait considérer que ces deux hommes, qui ont leurs qualités et leurs défauts, il ne faut pas compter sur moi pour faire l'éloge d'Erdogan, par exemple, mais en tout cas, d'un point de vue purement stratégique, ils sont désormais en mesure, Erdogan et Ramaphosa, de négocier la paix russo-ukrainienne. Voilà. Et je pense, si on considère l'ambition et peut-être aussi l'ego de ces hommes, que ça ne leur déplairait pas totalement d'obtenir le prix Nobel de la paix. Donc on peut comprendre qu'il est possible qu'il y ait eu des tractations ou des pressions de la part de certains membres de l'OTAN pour obtenir tout ça. L'action finalement d'Erdogan en Turquie, de Ramaphosa en Afrique du Sud, mais aussi de Modi en Inde, pour leur demander des actions claires, nettes et décisives qu'ils ont largement effectuées, peut-être en échange d'avantages importants. On a vu qu'il y avait des avantages immédiats, comme par exemple pour la Turquie de rediscuter son entrée peut-être dans l'Union européenne et surtout rediscuter ses territoires maritimes et donc la production de gaz.
donc son économie, hein, qui ne va pas très très bien ces derniers temps en Turquie. Donc il y a déjà des contreparties, mais il pourrait y avoir un autre type de contrepartie sur le plan plus humain, finalement, plus personnel, qui serait de ne pas s'opposer à une future négociation russo-ukrainienne, ce que les États-Unis ne peuvent pas faire, parce qu'ils ont pris clairement parti. La Chine non plus, elle a pris trop clairement parti euh, pour la Russie. Donc entre ceux qui ont pris parti pour l'Ukraine, ceux qui ont pris parti pour la Russie, voilà, ces gens-là, enfin ces pays-là, les représentants de ces pays-là ne pourront pas être considérés comme des médiateurs dans une négociation. Donc, on a peut-être demandé euh, à ces chefs d'État hein, de se repositionner en leur expliquant qu'ils auraient la possibilité d'être, eux, les vrais négociateurs. Donc, on peut imaginer qu'un Ramaphosa qui a négocié la paix en Irlande du Nord et qui négocierait de nouveau la paix entre la Russie et l'Ukraine et éventuellement éviterait une troisième guerre mondiale, serait quand même pas trop mal placé pour avoir le prix Nobel de la paix. Je le dis en plaisantant parce que c'est assez évident que ce scénario est possible. Donc, voilà des hypothèses hein, que je vous ai présentées, et sans me prendre pour Nostradamus, des prédictions enfin, des hypothèses prédictives que j'annonce pour la suite. Donc, c'est que le sommet des BRICS en août 2023, suite à tout ce que je viens de vous expliquer, soit un flop ou soit contre-productif, pour la Russie et la Chine en tout cas, pas forcément pour les autres pays. Je n'ai pas parlé du Brésil, parce que le Brésil a une position ambiguë liée à son anti-américanisme, enfin voilà, c'est assez compliqué. Et puis surtout, ce n'était pas essentiel par rapport à tout ce que je vous disais. Hein. Mais en tout cas, le sommet des BRICS pourrait se transformer en deux clans, hein, finalement, avec d'un côté l'Afrique du Sud et l'Inde qui auraient des intérêts particuliers. L'Inde en particulier est le grand rival de la Chine. Hein. Et elle a voulu marquer un grand coup avec des actions symboliques fortes, hein, comme la plus grande commande d'avions de tous les temps, bon, des choses comme ça. Donc l'Afrique du Sud pourrait enfin prendre une place absolument décisive dans le concert des nations, tandis que la Russie et la Chine voudraient conserver leurs avantages fragiles, présents ou futurs. Donc finalement, si le sommet des BRICS, je le pressens comme étant un futur flop ou comme étant contre-productif, c'est parce qu'il y a un mariage de la carpe et du lapin qui, à un certain moment, va donner lieu à une situation stérile. Voilà. Ça pourrait arriver très bientôt, donc en août 2023. Voilà pour ce fameux sommet des BRICS en Afrique du Sud. Autre hypothèse que j'annonce, c'est la deuxième, c'est que ce serait Ramaphosa et Erdogan, et peut-être même aussi Modi. Donc en tout cas, en 1, je place Ramaphosa, en 2, Erdogan, en 3, Modi, pour négocier la paix plus tard, quand je ne sais pas, entre la Russie et l'Ukraine. Et troisième hypothèse, c'est que ces hommes, ces chefs d'État, qui auront réussi à négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, donc entre finalement deux grands blocs mondiaux. La Russie n'est pas un bloc, mais elle est accompagnée d'un bloc de gens qui la soutiennent par intérêt finalement, ou par haine de l'Occident, ou pour toutes sortes de raisons. Eh bien donc, ces hommes qui réussiraient à négocier cette paix entre ces deux pays et ou entre ces blocs, obtiendraient le prix Nobel de la paix. Voilà, donc j'ai mouillé la chemise en prenant le risque de vous annoncer ça, je mouille la vareuse plus exactement. Voilà, on verra. Vous pourrez peut-être faire des commentaires dans quelques semaines pour me dire si j'avais raison ou totalement tort. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté et sans doute à bientôt.